Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « La matière noire de la biodiversité ». Dans notre exploration de la diversité des espèces, nous n'avons évoqué jusqu'à maintenant que des espèces que les biologistes qualifient d'être organisées, c'est-à-dire constituées de tissus et d'organes ayant des fonctions particulières, le foie, le cœur, l'œil, ces différents organes étant constitués de très nombreuses cellules. Or, à cette diversité déjà considérable, s'ajoute une matière noire infiniment moins connue, à savoir celle des individus constitués de cellules uniques. On les regroupe sous le terme général de microbes, car ils ne sont observables qu'au microscope, mais comme nous allons le voir, ils présentent une grande diversité. Parmi ces microbes, on trouve tout d'abord ce qu'on appelle des eucaryotes, c'est-à-dire des individus dont la cellule a, comme les êtres précédemment évoqués, un vrai noyau, contenant l'information génétique et entouré d'une membrane. Vous connaissez peut-être les amibes, vous connaissez aussi la levure de bière utilisée par les boulangers, ou des parasites comme les trypanosomes qui sont les agents du paludisme. Il s'agit en fait d'un ensemble très diversifié. Certains sont proches des animaux, d'autres des plantes, d'autres des champignons. On en connaît aujourd'hui environ 300 000 espèces. Le deuxième groupe est celui des prokaryotes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vrai noyau, c'est-à-dire que l'ADN il est nu au sein de la cellule. C'est en particulier les bactéries, qui possèdent toutes les fonctions pour vivre à l'état libre, mais qui peuvent aussi être des parasites, comme la bactérie responsable de la tuberculose. Dans ce groupe, on recense environ 10 000 espèces aujourd'hui. Relativement aux quelques 2 millions d'espèces connues de macro-organismes, donc de grandes espèces, dont nous avons parlé dans les précédents épisodes, on pourrait donc considérer que ces micro-organismes ne représente qu'une fraction très minime de la biodiversité. 3 éléments invitent à penser le contraire, et je vais vous en parler maintenant. Le premier élément, c'est le caractère encore très partiel de l'inventaire de ces espèces. Si l'on considère par exemple le phytoplancton, c'est-à-dire tous les organismes végétaux constitués d'une seule cellule et vivant dans les eaux douces ou marines, on estime qu'il pourrait regrouper jusqu'à 1 million d'espèces, dont seulement 40 000 sont aujourd'hui identifiées. Même constat pour les bactéries, pour lesquelles l'inventaire a longtemps été limité à la possibilité de les multiplier au laboratoire pour pouvoir les caractériser. On sait aujourd'hui que ce n'est possible que pour une infime minorité, sans doute moins de 1% de ces bactéries. Aujourd'hui, on sait dénombrer directement les espèces bactériennes présentes dans un milieu donné, sans avoir besoin de les cultiver. Ces nouvelles méthodes fournissent des estimations de plusieurs millions, certains disent plusieurs milliards d'espèces, ce qui ferait des bactéries un groupe au moins aussi riche en espèces que l'ensemble des eucaryotes. La deuxième raison d'accorder de l'importance à cette matière noire des microbes est liée à la quantité de matière vivante qu'ils représentent. Vous le savez sans doute, on parle de matière noire dans l'univers pour désigner toute une quantité de matière que l'on n'observe pas, mais que l'on sait détecter indirectement. Il en est de même pour la matière vivante. On estime que la part de la matière vivante liée à des micro-organismes serait 90% du total de la matière vivante, autrement dit, que
que l'essentiel de la vie sur Terre est représenté par des individus constitués d'une seule cellule. Pour ne prendre qu'un exemple, on a découvert en 1988, dans le plancton des océans, une minuscule bactérie que l'on a appelée Prochlorococcus, qui appartient au même groupe que celle dont on avait parlé dans la saga des gaz et qui avait inventé, d'une certaine manière, la photosynthèse. Cette bactérie passait jusqu'alors entre les mailles des filets à plancton, mais on estime qu'elle serait responsable, à elle seule, de plus de la moitié de la production de phytoplancton dans les océans et donc de la fixation de gaz carbonique. Enfin, troisième argument, si l'on regarde la diversité entre toutes ces espèces de microbes, il apparaît que leur différence est beaucoup plus importante que celle que nous observons entre les grandes espèces. Deux espèces de bactéries peuvent être beaucoup plus différentes qu'un éléphant et un champignon. Pour conclure, notre vision de l'évolution et de la diversité du vivant, fondée essentiellement sur la description des grandes espèces animales et végétales, doit donc intégrer aujourd'hui cette évidence. Depuis son apparition, la vie sur notre planète, tant en termes d'abondance que de diversité, est restée essentiellement une affaire d'unicellulaire. Nous aurons encore à visiter un dernier domaine où la diversité est encore plus importante, c'est celle des virus. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!